Donc, je voulais d'abord aussi remercier l'UNEF et remercier aussi Max Levita d'être venu débattre, car au niveau du Front de Gauche, nous avions cherché à organiser des débats avec la partie de la gauche qui signe le traité et accepte la décision du traité pour qu'il y ait un débat démocratique. Nous étions même partisans de faire un référendum, nous le sommes toujours, un référendum pour que les citoyens puissent se saisir de cette question. Et donc Max est le seul qui a accepté de venir débattre, et je crois que ça c'est relativement important pour qu'on puisse faire que nous puissions rattraper le coup et que nous puissions mener ce débat à tous les échelons au niveau des citoyens. Alors, moi je voudrais dire, je ne vais pas immédiatement peut-être répondre directement à tes arguments, mais peut-être à la fin, dire d'abord pourquoi nous sommes contre ce traité. Et contre surtout la politique qu'il institue, c'est-à-dire une politique de restriction budgétaire et d'austérité budgétaire, puisque c'est un traité budgétaire, et qui instaure l'austérité budgétaire, puisqu'il instaure le fait que l'objectif aujourd'hui n'est plus que le déficit public soit de 3%, mais que le déficit structurel, on aura l'occasion d'y revenir, est de 0,5%. Ils appellent le déficit structurel un déficit qui fait, finalement, qui élimine les effets dus à la conjoncture. Or, il se trouve que si vous allez regarder la Commission européenne, l'évaluation qu'elle donne du déficit budgétaire, et que vous allez regarder, par exemple, l'évaluation que fait le FMI, l'évaluation que fait le Trésor américain, l'évaluation que font les instituts de recherche, etc., eh bien, le déficit structurel est complètement variable de l'un à l'autre. Donc, nous nous soumettons déjà à une règle où il n'y a aucune définition officielle. D'accord ? Et en tout cas, l'interprétation la plus restrictive de ce déficit structurel de toutes les institutions que je viens de citer, c'est celle de la Commission européenne, donc celle qui décidera quand le déficit structurel aura lieu. Et donc, c'est une idée fondamentale qui est complètement fausse, et je pense que Max en conviendra, comme quoi l'État ne peut dépenser que ce qu'il gagne comme un bon père de famille. D'accord ? Ce qui est une vision complètement économique et fausse, car toute l'histoire, depuis 2 siècles, quel que soit le pays, et ce n'est pas une question simplement d'orientation politique, parce que cela a été fait aussi avec des orientations politiques libérales parfois, eh bien l'État a toujours dépensé plus que ce qu'il gagne, car l'État, c'est le maître du temps, c'est celui qui a une perspective d'avenir, et donc il est amené à fournir des équipements, à fournir des investissements, qui par là même ensuite permettent de créer de la richesse, qui remboursent la dette qu'on a prise à un certain moment. Naturellement, cela n'est pas possible dans toutes les situations. Donc établir une règle éternelle quasiment, de on doit toujours être en équilibre, est une stupidité économique. Deuxièmement, c'est toujours du point de vue de l'inefficacité économique de ce traité, c'est aujourd'hui une stupidité, aujourd'hui, de vouloir développer une politique d'austérité budgétaire. Pourquoi ? Parce que ça échappe à personne, ça peut échapper éventuellement à certains responsables de l'agglomération de Montpellier qui font des soirées à je ne sais pas quel prix, mais en tout cas, je crois que là-dessus on peut avoir des opinions qui convergent, mais nous sommes dans une situation de crise économique. D'accord ? Et dans cette situation de crise économique, vous avez une chute de la demande privée, je m'excuse d'utiliser des termes économiques, mais bon voilà, une chute de la demande privée, c'est-à-dire des achats de biens de consommation et des investissements des entreprises. Bon, pourquoi les ménages dépensent moins en consommation ? Vous avez vu que pour le précédent trimestre, il y a une baisse de la consommation. Les ménages dépensent moins en consommation parce que leurs revenus baissent. C'est tout, les revenus baissent. Alors avant, les économistes disaient « ouais, mais c'est pas grave, ils vont puiser dans leur épargne ». Eh bien non, c'est l'inverse qui se passe. C'est comme les ménages ont peur de l'avenir, et même ceux qui ont des salaires garantis ont peur pour l'avenir de leur enfant, eh bien, ils épargnent plus qu'ils ne consomment. Donc le nombre d'achats qu'il y a dans la société diminue. Deuxièmement, les entreprises, elles investissent dans une seule condition. On a beau leur dire qu'on est innovant, qu'on est l'avenir, tout ce que vous voulez, ils investissent que s'ils sont sûrs de vendre les produits qu'ils vont fabriquer avec leur investissement. Parce que de ce point de vue, l'investissement s'écroule également. Donc la demande privée s'écroule, et même la demande externe, c'est-à-dire les exportations, s'écroulent, puisque tous les pays font des politiques d'austérité. Donc automatiquement, on se dit, les exportations chutent. Et donc on nous dit, l'avenir, c'est la compétitivité. Donc l'avenir, c'est pique, la compétitivité, c'est rien d'autre que les parts de marché qu'on a. C'est ça la définition de la compétitivité. C'est pas, ça fait savant comme ça, il faut le définir concrètement. C'est les parts de marché. Donc on nous dit, notre avenir, c'est piquer les parts de marché aux autres dans un moment où elles diminuent. Donc c'est la guerre de tous contre tous sur le plan économique. Donc dans ces conditions-là, la demande privée chute, la demande externe chute, la demande privée interne chute, la demande externe chute, et qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut faire chuter la demande publique. En plus, il faut rajouter de la récession à la récession.
Le résultat concret de cette situation, c'est pour ça que le premier point me paraît important, c'est le point économique, hein, c'est inefficace économiquement, car le résultat, c'est que ça ne rembourse même pas la dette. Et vous savez, l'économiste qui a avancé ça, c'est un libéral qui a changé d'opinion au début des années 30, il s'appelle Irving Fisher. Il a écrit un article en 1933 qui s'appelle la Debt Recession, qui dit que plus je rembourse ma dette quand il y a récession, plus je l'augmente. J'explique très clairement, et la démonstration, et c'est donc un bien commun. Voilà, je remonte un peu plus loin que 46, 47, mais en 33, voilà, si en 1933, quand la demande s'écroule, l'État cherche à rembourser sa dette, eh bien il fait diminuer l'activité et par là même il fait diminuer ses ressources fiscales. Il fait diminuer ses ressources fiscales. Et si lui prend l'idée, au moment où il diminue ses ressources fiscales, d'augmenter les impôts, il va encore accroître la diminution de l'activité. D'accord ? Parce que, et dans ces conditions-là, il va accroître le fait qu'il a une dette encore plus importante à payer. Donc ce qui fait augmenter la dette aujourd'hui, ce n'est pas simplement, j'y reviendrai, le taux d'intérêt auquel on doit payer cette dette auprès des marchés financiers, c'est pas simplement ça, c'est aussi le fait qu'on ait une politique d'austérité qui fait baisser l'activité. Et donc on le voit très bien, y compris l'exemple de l'Espagne est tout à fait significatif. L'Espagne, il ne faut pas avoir la mémoire courte, il y a 4 ans, l'Espagne c'était le bon élève en Europe. Il avait respecté tous les critères de Maastricht, c'était magnifique, il avait un rythme de croissance élevé, etc. Donc ça ne suffit pas de respecter les critères. La question, c'est de développer une activité qui est capable, finalement, de répondre aux besoins et de permettre d'avoir un État qui accompagne la lutte contre... Alors, en 2009, quand il y a eu une récession, les États sont intervenus pour relancer l'activité. C'est normal que la dette publique augmente. Et aujourd'hui, on nous dit... Il faut payer cette dette, il faut rembourser cette dette. Donc, ça c'est le premier argument d'inefficacité économique. Je ne pense pas qu'on peut échapper à cette argumentation, et que donc aujourd'hui on va me dire, oui mais c'est impossible d'avoir une politique de relance. Mais ce débat, il a eu lieu, je remonte avant, et là je suis sûr que tu n'es pas né. C'est en 1935, d'accord ? Bon, et donc le débat en 1935, en France, il y a un débat entre différents économistes et différents hommes politiques. Et parmi eux, il y a un certain Laval, qui n'était pas encore le Laval qu'on a connu en 1940, et qui dit ce qu'il faut faire pour rembourser notre dette, c'est diminuer les salaires. Et c'est l'exemple historique où les salaires des fonctionnaires ont diminué de 10%, c'est une politique d'austérité. Et le résultat, c'est que 6 mois après, cette politique d'austérité n'a rien réglé, il augmente la dette. Et c'est pour ça que derrière, le Front populaire a pu s'appuyer sur une autre perspective, qui était la perspective qu'il n'a pas assumée jusqu'au bout, mais ça c'est une autre histoire, la perspective d'une croissance économique qui redistribue la richesse, etc., et d'une modification de la situation. Donc on voit bien que ces débats sont tout à fait fondamentaux. On n'est pas dans la situation de 45-47 d'une croissance, on est dans la situation de 30-33 d'une récession. Et dans la situation d'une récession, il faut prendre des mesures d'urgence pour relancer l'activité économique. D'autant que, donc ma première conclusion, c'est... Tu me dis si je suis trop long, hein ? Donc la première conclusion, c'est que ce traité et la politique qu'il défend est économiquement inefficace, y compris du point de vue des catégories de l'économie dominante. Voilà. Deuxièmement, c'est absolument socialement insupportable. Je pense que j'ai du mal à accepter le débat qui se mène en France comme si l'Europe n'existait pas, au nom de l'Europe en plus. Parce qu'aujourd'hui, la situation qui se développe en Grèce, la situation qui se développe en Portugal, la situation qui se développe en Espagne, je n'ai pas acheté un œil sur le reportage fait aujourd'hui par Libération. C'est partout, puis d'ailleurs nous on est frontaliers de l'Espagne, il y a plein de gens qui reviennent, qui travaillent là-bas, qui vous racontent des histoires affolantes. C'est bien pire que les années 30. C'est bien pire que les années 30. C'est de dire, on a une dette, il faut bien rembourser la dette, mais qui la rembourse ? Qui la rembourse ? Baisse des salaires des fonctionnaires, baisse des retraites, allongement de la durée de retraite, baisse des dépenses de santé. Résultat, le taux de suicide a remonté en Grèce, il a été triplé le taux de suicide en Grèce, il est en train d'augmenter en Espagne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de faire payer les peuples. Donc, ce discours vertueux, je m'excuse de m'enflammer, mais ce discours vertueux sur il faut bien payer sa dette, ça a quand même une conséquence pratique. Qui paye ? Qui paye ? Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure tu nous disais, voilà, les taux d'intérêt, il faut bien que les prêteurs t'ont prêté leur argent. Mais qui sont ces prêteurs ? Ces prêteurs, c'est pour la majorité d'entre eux des banques. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent ? Ils le trouvent auprès de la Banque centrale, auquel ils empruntent à 0,5%. Et l'année dernière,
Les 18 mois qui ont précédé le mois de janvier, il y a eu 2 fois 500 millions d'euros, et donc de prêts gratuits. Et ensuite, quand ils se retournent vers les États, ils exigent de ces États des mesures d'austérité, ce qui est vraiment une vue à court terme de leur propre point de vue. Ce n'est pas des prêteurs sur le long terme. Un prêteur sur le long terme, il réfléchit à comment le développement qui pourra avoir lieu. C'est des prêteurs sur le court terme, ils exigent un remboursement immédiat, et donc ils demandent des mesures d'austérité. Et pour eux, ça ne leur coûte rien, donc ils font des prêts à l'Italie, comme tu le disais, ou à l'Espagne, de 6-7%, alors qu'eux empruntent à 0,5%. Donc ce système, ce n'est pas les épargnants américains qui, dans leur belle résidence, nous prêtent de l'argent. C'est un système, les marchés financiers, ce n'est pas un truc aveugle. C'est de grandes puissances financières structurées et qui ont organisé, finalement, qui mettent la main au collet des États pour faire, finalement, leur faire cracher ce qu'il est nécessaire de cracher. Et certains l'utilisent comme un levier pour changer, finalement, l'organisation même de la société, pour la rendre encore plus libéralisée. Donc, on est vraiment devant une situation d'injustice sociale à un degré, et le rapport d'hier de l'OFCE, bon, là, un organisme particulièrement révolutionnaire, enfin, c'est un peu keynésien, quoi, sur les bords. Ben, l'OFCE dit, la prévision de croissance pour l'année prochaine, elle est nulle, ça sera 0%, le taux de chômage va monter, tout va monter, la politique qui a été choisie par le gouvernement, Xavier Timbaud, c'est pas quand même un ultra-révolutionnaire, va nous amener à une situation pré-espagnole. Donc, on ne va pas dire qu'on ne peut rien faire d'autre, on est obligé d'aller dans la situation espagnole. Non, il y a besoin d'une rupture. Voilà. Et de toute manière, cette rupture, il vaut mieux l'anticiper politiquement, les politiques doivent anticiper, plutôt que de la subir. Cette rupture, elle aura lieu. Elle aura lieu coûte que coûte, parce que c'est une situation intenable. Voilà, je pense avoir dépassé mon temps. Non, c'est bon. Mais les deux questions qui ont été posées, qui sont essentielles, qu'il a repris, c'est la première question de la démocratie, et deuxièmement, comment faire. C'est deux choses qui dominent dans les interventions. Premièrement, sur la démocratie, ce traité, dans son élaboration, dans les formes de son adoption et dans son contenu, est un traité antidémocratique, autoritaire. Dans son élaboration, il a été présenté à la suite d'un sommet en décembre 2011, à l'initiative de Merkel et de Sarkozy, et il a été adopté au sommet de fin janvier 2011. Qui a été consulté? Le Parlement européen a-t-il été consulté? Les parlements nationaux ont-ils été consultés dans l'élaboration? En aucun cas. Aucune consultation. Au niveau du Parlement européen, il y a une commission de pilotage qui s'est mise en place. La commission de pilotage avait 24 membres. Sur ces 24 membres, il y en avait 4 qui étaient des députés européens nommés. Et il y avait un Belge libéral, puisqu'il y a encore une Belgique. Deuxièmement, il y avait un Allemand conservateur. Il y avait un social-démocrate allemand, donc voilà, très libéral. Et puisqu'il y avait un conservateur qui venait de je ne sais pas où. Et enfin, un vert, Cohn-Bendit, voilà, qui était dans le groupe, ex-libertaire. Et ex-libertaire et très libéral. Donc, Cohn-Bendit était dans le groupe, et Cohn-Bendit a refusé, comme les 4 autres, de rendre public les débats de cette commission de pilotage. Mais personne n'a été consulté dans la préparation. Et ce texte a été adopté fin janvier 2011, et il a été signé le 2 mars 2011, et ensuite a commencé un processus de ratification. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, enfin 2012, je m'excuse, c'est 30 décembre 2011, 2012, pourquoi est-il adopté aussi rapidement, en 3 mois, de janvier à mars 2012? Mais pour une raison extrêmement simple, c'est que l'un des principaux pays de l'Union européenne fondateurs avait des élections présidentielles en mai, et qu'il fallait corseter le choix français par une décision préalable. Et de ce point de vue, Sarkozy a mis en danger sa présidence pour cette élection, mais il était au service d'une cause qui le dépassait, qui est le libéralisme européen, pour mettre son successeur dans une camisole. Et c'est là que, pour ça que je t'ai interrompu tout à l'heure, et je m'en excuse, c'est pour ça que je dis, dans ces conditions, lorsque Hollande a dit « je renégocierai le traité », il a menti aux électeurs, et c'est un vrai problème, car Hollande, il a été, je m'excuse, le Front de gauche a fait près de 4 millions de voix, le report du Front de gauche au second tour pour battre Sarkozy a été exemplaire, et c'est parce que Hollande a dit on renégocie le traité que des électeurs qui étaient d'accord sont allés quand même voter. Donc aujourd'hui, il y a un vrai ressentiment à ce sujet. Donc dans son adoption, il n'a pas été démocratique. Ensuite, l'opération de cet été, lorsque le Conseil constitutionnel dit qu'une simple loi organique suffira pour le budget, qu'il n'y a pas besoin
d'aller devant le Congrès, d'avoir la majorité des 2/3 ou d'aller devant le peuple avec le référendum. Il avance l'argument que la règle d'or est déjà dans la Constitution, puisqu'il avance, si vous lisez le texte de la délibération du Conseil constitutionnel, m'excuse de rentrer dans ces détails, mais la démocratie c'est précis, il avance le fait que c'est déjà dans la Constitution. Or c'est pas vrai, ce qui est marqué dans la Constitution, c'est un article précis qui dit qu'on doit contribuer à l'équilibre des finances publiques. Il y a toujours écrit dans toutes les constitutions. Il n'y a pas la règle d'or comme quoi c'est interdit de dépasser un déficit. Et Hollande dit au même moment, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire adopter la règle d'or, nous ne l'adopterons pas. Donc, tout le monde a menti dans cette affaire, et maintenant, il y a dans son organisation même de ce traité, c'est un déni de démocratie, puisque les articles de 5 à 9 précisent très bien que c'est la Commission européenne, le FMI, qu'est-ce qu'il a à faire avec l'Europe? Le FMI, d'accord? Et la BCE, c'est-à-dire 3 institutions, en aucun cas élues par les citoyens, qui sont chargées, en cas de demande d'aide et qu'un pays passe sous contrôle de la Commission, d'organiser son budget. Mais je veux dire, c'est contraire même, c'est anticonstitutionnel, parce que c'est contraire à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est l'article dans lequel on dit que l'un des fondements finalement de l'état de droit, c'est le fait que c'est les citoyens qui décident de la contribution de chacun par l'impôt et de la dépense qui est organisée. Et que donc, de ce point de vue, on rentre dans une logique. Alors on nous dit c'est l'Europe fédérale. Non, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Europe fédérale qu'on a, c'est une Europe autoritaire. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de développer le deuxième point, on le verra plus tard. J'en reste à cette question de la démocratie, parce que je voulais être précis. Je voudrais, moi, aborder premièrement la question des conséquences sur les collectivités locales, puisque la question a été posée, qu'on n'a pas abordée jusqu'à maintenant. Juste pour préciser quand même qu'en ce qui concerne les collectivités locales, elles n'ont pas la possibilité, comme l'État, de fonctionner avec un déficit pour ce qui est de leurs dépenses de fonctionnement. Donc voilà, il y a une obligation d'équilibre, qui fait que quand vous votez votre budget, il est en équilibre, et que vous êtes simplement amené à emprunter pour pouvoir investir. Donc fondamentalement, la contribution des collectivités locales à la dette publique globale est très limitée, très très limitée, et même la contribution de la sécurité sociale à la dette publique globale est inférieure à celle de l'État, si on peut appeler ça des contributions. Et quand on nous parle du trou de la Sécu, à chaque fois, devant la radio, d'ailleurs, les enfants me demandent pourquoi, je m'énerve, j'ai envie de casser le poste, parce que le trou de l'État est bien plus important que le trou de la Sécu, et pourquoi on ne parle pas de trou de l'État, on parle de trou de la Sécu? Parce que l'objectif, c'est justement de responsabiliser sur la Sécu. Or, je vous signale que lorsqu'il y a une croissance, par exemple entre 1998 et 2000, il y a eu une certaine croissance économique de 3% en France, et bien en 2000, la sécurité sociale était équilibrée. D'accord? Elle était équilibrée. Donc, on cherche à complexer sur la sécurité sociale. Je vous renvoie à la directive qui est en train de sortir pour privatiser la sécurité sociale. On cherche à complexer les collectivités publiques territoriales sur la question de la dette. Or, c'est faux. Elles ne contribuent pas à la dette d'une manière significative. C'est pas vrai. Donc ça, c'est la première chose. Ceci dit, le traité aura des conséquences, puisqu'il est prévu que, justement, les dépenses des collectivités locales seront relativement maintenues. Pourquoi? Parce que l'État ayant diminué son activité dans la société, inévitablement, les collectivités locales, que ce soit le département, la région, la commune, etc., ont suppléé à cette défaillance de l'État, et donc les dépenses de fonctionnement des communes augmentent, avec un effet d'ailleurs sur la fiscalité des gens, comme on s'en aperçoit. Donc il y a un vrai enjeu à l'échelon local sur les conséquences de ce traité. Deuxièmement, sur l'histoire du pacte de croissance. On cherche à très bien développer le contenu de ce pacte, il faut le lire, puisque dans ce pacte, il est clairement fait allusion au débat actuel du choc de compétitivité. Ce qu'on appelle le choc de compétitivité, c'est une baisse brutale du coût du travail pour pouvoir gagner des parts de marché. C'est une autre façon de dire baisse du salaire, on baisse du coût du travail, on tourne autour du pot, etc. Donc c'est contenu dans le pacte. Ce n'est pas du tout une conquête dans la négociation que François Hollande a eue. Deuxièmement, dans cette négociation, il a été accordé, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, 120 milliards d'euros à l'échelle de la zone euro, c'est peanuts, c'est inférieur à 1% du produit intérieur brut, c'est pas du tout un choc. Et si on regarde de près comment se répartissent ces 120 milliards, il y en a premièrement 15 qui sont effectivement de l'argent frais nouveau, 15 milliards nouveaux, et il y en a 50, en gros le reste, c'est à peu près 50-55, 50 qui sont des engagements précédents des fonds structurels qui avaient déjà été débloqués, il n'y a rien de nouveau, et il y en a 50 qui sont des effets de levier financiers en appelant au privé. Donc il n'y a rien obtenu. C'est un enfumage
pour nous faire avaler le traité. Donc ça, je ne l'admets pas, parce que dès qu'on regarde le détail, le château de cartes s'effondre, et il ne faut pas prendre, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le camarade, sur l'idée qu'il faut commencer à développer une pensée collective, un débat public, qui permette de s'approprier les grandes questions européennes, parce que ça permettra de répondre à la question que tu as posée concernant l'Europe politique, qui me paraît essentielle, parce qu'en fait, le schéma sur lequel a été construit la communauté économique européenne et l'Union européenne, c'est un schéma qui a été inventé par Jean Monnet et puis par tous les autres, consiste à dire, qui était le contraire d'ailleurs du schéma que présentaient les Anglais à la même époque, on ne va pas faire des cours d'histoire, mais c'était de dire, on commence par faire l'union économique, puis commerciale au départ, puis après une certaine union économique, puis après une union monétaire, et mécaniquement, on aura l'union politique. Cette stratégie a abouti simplement à conforter le pouvoir du capital qui, justement, n'a surtout pas envie d'avoir une union politique. Et donc, ça a été un obstacle à l'union politique. Et donc, de ce point de vue, aujourd'hui, à part des incantations auprès des institutions pour qu'il y ait une union politique, quand aujourd'hui j'entends Angela Merkel dire qu'elle est pour l'Europe fédérale, je tremble. Je tremble, parce que ça signifie que ce n'est pas l'Europe fédérale qu'on préparera, c'est un diktat européen. Quelle est la condition pour qu'il y ait une Europe politique? C'est la condition du point de vue fondamental, hein, puisque bon, après tout, il faut approfondir les choses. C'est la possibilité de faire des transferts entre une région qui est en croissance par rapport à une région qui est en décroissance. Hein, c'est ça la possibilité. C'est la capacité, par exemple, à la Rhénanie, à Rhône-Alpes, à la région parisienne, à la région d'Amsterdam, etc., de ponctionner leur richesse supplémentaire pour la transférer sur l'Andalousie, pour la transférer sur l'Italie du Sud, pour la transférer sur le Languedoc-Roussillon, puisque ça fait partie des économies qui ont une croissance inférieure aux autres, en moyenne. Aujourd'hui, c'est politiquement impossible. Je dis bien, dans ces pays, c'est politiquement impossible. Car le sentiment d'appartenir à une même union politique n'existe pas. D'accord ? Aujourd'hui, n'existe pas. C'est-à-dire que les peuples refuseront ce transfert. Donc on est dans une situation de la même manière, d'ailleurs qu'aujourd'hui la Catalogne qui est riche refuse de payer pour l'Andalousie et parle d'indépendance. De la même manière que l'Italie du Nord refuse de payer pour l'Italie du Sud. Eh bien, on rentre dans une situation qui met en danger l'Union européenne elle-même par ce mécanisme. La possibilité pour ces peuples de constituer un ensemble démocratique. Il y a un enjeu dans les 30 ans qui parlent des 30 ans qui viennent, il y a un enjeu considérable dans la capacité finalement à dépasser. Alors d'où viendra? Parce que si vous laissez faire la nature, ce que vous aurez, c'est la xénophobie. Et aujourd'hui, je peux vous dire, si vous vous pointez en Grèce et que vous dites aux Grecs, il faut faire l'union avec l'Allemagne, vous n'aurez pas beaucoup de mecs pour vous suivre, d'accord? Parce que donc, on est dans une situation de haine des peuples. Et les Grecs et les Allemands qui se retournent dans les sondages, et la proposition que l'Allemagne achète quelques îles grecques pour payer est naturellement adoptée par la majorité des Allemands. Donc, on rentre dans un monde de fous. Donc, on n'est pas dans les conditions d'une Union européenne. Donc, qu'est-ce qui va être l'avenir? Mais moi, je pense, et je m'excuse de revenir à la société, ce n'est pas simplement des institutions qui décident. La société, c'est aussi des citoyens en mouvement. Et donc, aujourd'hui, je pense que le fait qu'en France, nous puissions être en solidarité avec les mouvements sociaux qui se développent en Espagne, en Grèce, y compris dans l'Italie, là, il y a des mouvements qui sont prêts, les syndicats italiens, regardez ce qui sort dans les syndicats italiens actuellement. Ils sont tous unis contre le traité. Tous unis contre le traité. Ce qui s'est passé en Belgique, la grève en Belgique a été massive, d'accord? Et que nous créons par là même une dynamique citoyenne et populaire à la base, c'est la seule manière de relancer l'Europe. Elle ne repartira pas par le sommet qui est actuellement en question. Alors maintenant, comment faire du point de vue de la sortie de crise? Moi, il y a une question qu'il faut mener. Il est tout à fait possible aujourd'hui d'avoir une politique. D'abord, est-ce qu'il y a un risque d'inflation? Il n'y a aucun risque d'inflation, Max. Il n'y a aucun risque d'inflation aujourd'hui. On est devant la déflation. On est devant la possibilité aujourd'hui, ce qui fait monter les prix de 2%, c'est les matières premières, et c'est les matières premières énergétiques. Ce n'est pas du tout les salaires, ils baissent en Europe, d'accord? C'est pas les salaires, c'est pas le coût du travail, c'est pas ça le facteur d'inflation. Non mais c'est important qu'on ait cette discussion sur les deux, parce que c'est un point qu'il a abordé tout à l'heure, d'accord? Donc il ne faut pas que disent qu'il y a un risque d'inflation, il y a un risque de déflation. Et quand il y a un risque de déflation, il faut prendre des mesures. Et si aujourd'hui, par exemple, on décidait que la Banque Centrale Européenne, il y a même disons, un point du traité qui permet à une banque nationale, parce qu'il faut savoir que la Banque Centrale Européenne n'émet aucune monnaie en elle-même, elle l'émet à travers chaque banque nationale. D'accord? Donc si aujourd'hui la Banque de France dit on est, en fonction d'un article du traité, en situation exceptionnelle, et on décide de prêter directement à l'État, d'accord? Toi tu nous dis ça fait sauter l'euro. En aucune manière ça fait sauter l'euro. Personne n'a intérêt à quitter l'euro dans ce cadre-là.
Personne. C'est pour ça que nous, en tout cas moi, je ne propose en aucun cas la sortie de l'euro. Je propose la sortie du système financier bancaire. Qu'on interdise le marché de gré à gré sur les obligations d'État. C'est parfaitement possible, ça a été fait dans plein de zones de l'Amérique latine, ça a été fait dans plein d'endroits. Et d'ailleurs, il y a un contrôle financier qu'on taxe ce point de vue les transactions financières, parce que ce qui vient de sortir de manière homéopathique ne va pas les décourager. Il faut aller à un autre niveau. Et donc aujourd'hui, il y a une attente en Europe d'un pays qui ait l'audace d'ouvrir cette voie à l'échelle européenne. Et c'est clair que, moi j'ai vu dans les autres pays, les messages qu'on a reçus, c'est qu'il y avait un vrai bonheur que Sarkozy soit battu. Et une attente. Donc aujourd'hui, la gauche française a une responsabilité. Et donc l'intérêt de ce débat ce soir, à mon avis, c'est d'ouvrir, parce que je ne sais plus qui parlait de l'avenir, hein, une autre question, qu'est-ce qui va être demain? Il faut qu'on réfléchisse à une sortie de la crise par le haut. Parce qu'aujourd'hui, on est devant finalement une responsabilité historique. Parce que les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux des 30 ans qui viennent, ils se décident aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir du moment où on se serre la gorge pour pouvoir agir? Juste avant la réponse de M. Vita, il y a l'ENK qui fait ça. Ouais, 3 minutes par tout, hein, vraiment. Juste 2 mots, moi. Pour conclure. La leçon de ce débat est nécessaire. Organisez-le. Organisez-le partout. Provoquez-le. Alors, souvent, on me dit, oui, mais les gens sont abattus, c'est voté, c'est fini, etc. Partez pas du traité. Partez du budget. C'est l'application du traité. Partez du budget actuel. Le budget est en discussion à l'Assemblée. Donc vous partez de tous les éléments qui viennent et vous organisez ces débats. Il faut qu'on institue, je reprends ce que tu disais Philémon tout à l'heure, c'est l'idée de créer une culture commune, politique, qui fasse qu'on se saisisse de ces questions. Un des problèmes centraux, c'est la passivité. Hein, c'est la passivité des peuples qui fait la force des puissants. Donc à partir de là, il faut se saisir de ça. Voilà, je suis prêt à l'organiser. Je ne vais pas répondre sur les provocations de Marx, sur Crabel. Bien, et puis moi, le Crabel, c'est une ville sans limite. Plaisanterie finale. Et enfin, pour terminer, j'offre mon bouquin à Max Levita. Merci beaucoup. C'est le monde d'aujourd'hui, une très bonne interview du président de la République. Merci à tous et puis on se retrouve pour la revanche en droit organisée par l'ENCA et merci à la qualité des débats que vous avez apportés aussi.